C'est ça, je vais présenter en fait sur les modèles de simulation décisionnelle, euh, essentiellement pour rallier la science économique à la santé publique. C'est la thématique d'aujourd'hui. Comme Chantal a si bien dit, je suis professeur adjoint au département de gestion, évaluation et politique de santé. On en a déjà parlé, mais mon parcours professionnel, ok, j'ai un bac de l'Université Laval en économie, une maîtrise de l'UQAM en économie également. J'ai fait mon PhD aux États-Unis à l'Université de Californie Davis, où je me suis mis vraiment à travailler sur les questions de maladies infectieuses. Puis ça a été un bon timing, si je peux dire, en pleine pandémie. J'ai été recruté ensuite à l'Agence de santé publique des États-Unis, donc j'étais employé du gouvernement fédéral américain. Je suis parti de là, heureusement aujourd'hui, si je peux le dire. Je suis parti de là en 2023, donc ça fait presque 2 ans maintenant que je suis professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Mes intérêts de recherche portent sur l'évaluation économique de politique publique. Je compare essentiellement la politique du statu quo à différentes politiques publiques alternatives. Je tente de comprendre quels facteurs on peut mettre en place, quelle politique on peut mettre en place pour améliorer l'efficience essentiellement de les politiques publiques. Donc, je cherche à comprendre ce qui fonctionne moins bien, je cherche à comprendre ce qui pourrait mieux fonctionner, puis mieux comprendre essentiellement par quel mécanisme on peut mettre en place ou quel mécanisme on peut mettre en place pour améliorer l'efficience de nos politiques publiques. Je m'intéresse à divers aspects reliés de façon générale à la santé, donc vraiment des questions, une seule santé, qui joue un rôle dans lequel les questions, le temps, les questions dynamiques, jouent un rôle central dans la prise de décision, donc notamment les maladies infectieuses, comme j'en ai déjà parlé, la résistance antimicrobienne, le changement climatique, le vieillissement de la population, donc toutes des questions où les aspects dynamiques sont particulièrement importants. Juste pour vous donner un bref aperçu de la présentation, comme le titre le disait, on va parler d'un modèle de simulation décisionnelle. Je vais vous faire une sorte de bref synthèse le mieux possible que je peux des modèles de simulation décisionnelle. On va ensuite plonger dans un exemple très simplifié qui va être un modèle économique épidémiologique où on va chercher à allouer les vaccins à différentes sous-populations. Donc, c'est un exemple que j'ai développé pendant que j'étais à l'Agence de santé publique des États-Unis. C'est un petit modèle tout simple que je vais pouvoir vous partager par la suite. Ce modèle-là a été, juste pour votre information, l'exemple simplifié fait dans Excel. Donc, vous êtes tout en mesure, tout le monde ici, je suis sûr, de jouer avec ce modèle-là pour mieux comprendre comment on devrait allouer les vaccins à différentes sous-populations. Ensuite, je vais vous présenter plus de façon conceptuelle, disons, une méthode avancée que j'utilise dans mes recherches plus académiques, disons. C'est pour vous donner, c'est ça, l'aperçu de la présentation d'aujourd'hui. On commence par la synthèse des modèles de simulation décisionnelle. Je vous invite, ok, n'hésitez pas à écrire des questions dans le chat. On va pouvoir en revenir tout à l'heure, prendre des notes, des questions sur un bout de papier. On va pouvoir en discuter tout à l'heure si vous en avez. Je vous le dis tout de suite, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais je vais essayer de rendre ça le plus simple possible pour vous. Donc, avant de plonger dans les méthodes de simulation décisionnelle, c'est important, je pense, de prendre un pas de recul puis de comprendre différents types de méthodologies qui existent pour analyser les problèmes dynamiques. Donc, il y a des méthodes statistiques, dites quasi-expérimentales, qui ont comme but essentiellement de faire de l'inférence causale. Donc, on cherche à estimer l'efficacité d'une politique publique dans l'espoir de pouvoir identifier les éléments qui ont bien ou moins bien fonctionné, ainsi que les raisons sous-jacentes à tout ça. Donc, le but vraiment, c'est de faire l'inférence causale. On a aussi un autre type de méthode qui s'appelle les analyses de séquences d'état. Ça consiste à suivre ex post, donc après la réalisation de toutes les données, l'évolution temporelle et les transitions d'une variable d'intérêt. Ici, le but, c'est vraiment de fournir une description détaillée des dynamiques observées. Ensuite, un troisième type de modèle, c'est ce qu'on appelle les méthodes de simulation décisionnelle. C'est le sujet d'aujourd'hui.
vise à comprendre essentiellement ex ante, donc avant la réalisation des faits, l'impact potentiel de l'implémentation d'une politique publique sur un ensemble de variables d'intérêt. Le but dans ce cas-ci, c'est plus prédictif, donc il vise à déterminer comment optimiser le processus. Donc, 3 types de méthodes qui ont 3 buts différents. On va plonger dans un de ces types de méthodes-là. Le premier et le troisième sont couramment utilisés en sciences économiques. Le deuxième, peut-être moins utilisé en sciences économiques. Donc, avant de plonger, encore une fois, dans les méthodes de simulation décisionnelle, c'est important de se poser la question, peut-être un peu simple, de c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est une représentation numérique simplifiée d'un phénomène d'intérêt complexe. Donc, un phénomène d'intérêt, il peut être physique, il peut être biologique, il peut être social, ça peut être tout type de phénomène d'intérêt qui est particulièrement important pour la question à laquelle on veut répondre. Ici, on s'intéresse particulièrement à l'aspect décisionnel. On cherche à déterminer ce que j'appelle, ou ce que Ruth et Hannon appellent le si, le sous quelles conditions et le de quelle manière. Donc, par exemple, si on cherche à comprendre l'impact qu'une approche, une seule santé pourrait avoir par rapport à une approche plus traditionnelle axée uniquement sur la santé humaine. Ça pourrait être ça, par exemple, la question de recherche qui nous intéresse. Donc, l'approche une seule santé, c'est vraiment une approche intégrée où on considère à la fois, la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Ça serait quoi les avantages de cette approche-là par rapport à une approche de santé plus traditionnelle? Donc, le si, dans ce cas-ci, ce serait, si la mise en place d'un programme Une seule santé a un impact positif sur les résultats d'intérêt. Le sous quelles conditions, ça serait l'étendue nécessaire du programme Une seule santé pour qu'il mène à des améliorations des résultats d'intérêt. De quelle manière, ça serait l'ampleur de la réduction et les coûts associés à cette politique-là. Donc, l'important de retenir ici, c'est que ça sera toujours une représentation simplifiée d'un phénomène d'intérêt complexe pour comprendre ces 3 composantes-là. On va brièvement parler de 5 types de modèles de simulation décisionnelle. Donc, dynamique des systèmes, arbre de décision, modèle markovien, simulation à événements discrets et à base d'agents. Vous voyez tous les noms en anglais aussi si vous voulez aller chercher plus en détail dans la littérature à ce niveau-là. Donc, un modèle de dynamique des systèmes, c'est un type de modèle qui modélise les interactions entre différentes composantes, entre différents systèmes. Donc, par exemple, les différentes composantes pourraient être le nombre d'individus susceptibles, infectés ou rétablis d'une maladie infectieuse. Ça pourrait être le nombre de lits à l'urgence. Ça pourrait être le nombre de places en CHSLD. Ça pourrait être le nombre d'individus de 65 ans et plus, le nombre d'individus de 65 ans et moins, etc. Chaque système représente un agrégat d'éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle de cohorte. Les gros avantages de ce type de modèle-là, c'est que ça permet vraiment de regarder une approche intégrée qui mimique l'interaction entre ces différentes composantes-là. On peut inclure, puis ça on va y revenir tout à l'heure dans l'exemple, une fonction de récompense qui va essentiellement guider la prise de décision. Les inconvénients, par contre, c'est que les interactions entre les différents systèmes reposent sur des hypothèses, ne sont pas toujours bien compris. Il y a l'incertitude autour de ces facteurs-là qui rendent peut-être ces modèles-là moins précis. Donc, un exemple de ce type de modèle-là, supposons qu'on s'intéresse à estimer l'impact d'un programme de soins à domicile sur le nombre de patients dans un lit niveau NSA. OK, NSA, c'est-à-dire niveau de soins alternatifs. Selon l'INES, NSA veut dire essentiellement qu'un patient qui occupe un lit dans un établissement où il ne nécessite pas les ressources ou les services dispensés dans l'unité où il se trouve. Donc, le patient, par exemple, est à l'hôpital, alors qu'il n'a pas besoin d'être à l'hôpital, il pourrait être dans un CHSLD,
mais on n'a pas de place en CHSLD à lui donner, donc il reste temporairement à l'hôpital, ce qui coûte évidemment beaucoup plus de ressources à la société. Donc, un exemple de question de recherche dans ce contexte-ci pourrait être, étant donné l'évolution démographique anticipée et l'état actuel d'offres de soins à domicile, combien devrait-on investir à travers le temps dans le programme de soins à domicile si on cherchait à diminuer le nombre de patients en niveau de soins alternatifs de 5%, 10%, peu importe. Donc, on peut comprendre que ces différentes composantes-là ont des impacts mutuels l'un sur l'autre. Donc, les facteurs démographiques, par exemple, vont affecter le nombre d'heures disponibles en soins à domicile. Plus les individus, par exemple, vont vieillir, plus on va avoir besoin d'heures en soins à domicile. Le nombre d'heures, évidemment, en soins à domicile va avoir un impact sur les coûts. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'interactions entre ces différentes composantes-là et on va chercher essentiellement à prendre comme la fonction de récompense pour essentiellement guider notre décision avec cette fonction de récompense-là. Donc, la fonction de récompense, par exemple, pourrait représenter ici les coûts, par exemple, dus au fonctionnement du programme de soins à domicile, dus à l'investissement dans le programme de soins à domicile ou les pertes dues aux patients qui sont en attente de niveau de soins alternatifs. Un autre type maintenant de modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle par arbre de décision. C'est une représentation séquentielle d'événements mutuellement exclusifs. Donc, par exemple, devenir malade ou non. Guérir une fois qu'on est malade, guérir avec une probabilité de X ou on demeure malade. Les avantages de ce type de modèle-là, c'est vraiment la visualisation simple du problème. C'est littéralement un arbre de décision. Donc, facilitant son interprétation et la prise de décision. Par contre, cet arbre-là, on peut penser qu'il devient de plus en plus complexe. Le nombre de branches, entre guillemets, grandit donc exponentiellement avec le nombre de décisions. Donc, plus on doit complexifier le problème, plus la question ou plus la représentation visuelle devient complexe. Un exemple de modèle par arbre de décision. Par exemple, on s'intéresse à comprendre si il serait préférable de dépister le cancer quelconque tous les 5 ans plutôt que de maintenir le statu quo où on fait le dépistage à tous les 2 ans. OK, on a un nouveau test qui rend l'efficacité du dépistage meilleure maintenant. Donc, étant donné l'efficacité accrue de ce nouveau test-là, puis les coûts du dépistage, est-ce qu'il serait pertinent de réduire la fréquence de ces dépistages-là ou est-ce qu'on devrait maintenir le statu quo où il y a le dépistage à tous les 2 ans? Donc, essentiellement, comme vous pouvez le voir ici, on a une décision à prendre. La question qu'on se demande, c'est est-ce qu'on dépiste à tous les 2 ans ou à tous les 5 ans? Ensuite, on va calculer le fardeau de la maladie et les dépenses de soins dans chacune de ces deux situations-là pour comparer les deux résultats pour nous aider à prendre une décision. Évidemment, vous pouvez comprendre que le 2 et le 5, c'est un peu aléatoire. Ou bien le 2, c'est le statu quo, mais le 5, c'est aléatoire. Donc, on aurait pu choisir un dépistage à tous les 4 ans, à tous les 3 ans, à tous les 6 ans. Et donc, à chacune de ces décisions supplémentaires-là qu'on aurait voulu inclure, ça aurait augmenté la complexité de notre arbre de décision, puis ça aurait compliqué de façon considérable la visualisation de notre problème. Donc, ici, c'est simple parce que j'ai le choix entre 2 ou 5. Mais en réalité, en pratique, on a beaucoup plus de choix que ça, ce qui peut rendre notre décision beaucoup plus compliquée, puis la visualisation du problème beaucoup plus compliquée. Troisième type de modèle, c'est ce qu'on appelle les modèles markoviens. Les modèles markoviens, c'est une analyse de transition entre différents états de santé. Donc, je suis en santé, je deviens malade. Je retourne en santé, je deviens malade et finalement, je décède. À chacune de ces transitions-là, il y a un certain niveau de probabilité qui est associé. Ces probabilités-là peuvent être mesurées à travers la littérature ou à travers les données pour lesquelles on a. Les gros avantages de ce modèle-là, c'est que ça l'intègre ce qu'on appelle des composantes stochastiques, donc aléatoires, qui peuvent mieux représenter certains processus. Les autres modèles n'avaient pas ces aspects aléatoires-là,
Et ben, en réalité, en pratique, il y a plusieurs aspects, plusieurs composantes qui peuvent avoir certains facteurs ou composantes stochastiques qui rendent la représentation meilleure. Donc, on peut encore une fois inclure une fonction de récompense qui facilite la prise de décision. Mais bon, encore une fois, ce type de modèle-là peut devenir très complexe plus on a d'état de santé. Donc, on peut comprendre que, par exemple, dans mon exemple ci-dessus où je disais, ben, j'étais malade ou en santé, en réalité, malade, c'est pas juste je suis malade ou non, mais il peut y avoir plusieurs niveaux de maladie. Donc, je peux être un petit peu malade, très malade, disons-le comme ça, de façon simpliste. Donc, plus j'agrandis mon nombre d'états de santé dans mon modèle, plus je dois avoir des données qui peuvent me mesurer ces probabilités de transition-là. Et donc, ça grandit de façon quadratique, ça grandit de plus en plus, plus j'ajoute des états de santé dans mon modèle. Bon, il y a aussi des problèmes là, plus méthodologiques là, qu'on appelle une hypothèse markovienne où seulement l'état actuel est pris en compte. Donc, tout mon historique de santé auparavant n'a pas d'impact sur ma progression future de ma santé, ce qui est évidemment pas très réaliste dépendant des contextes. Donc, il y a des façons de relaxer cette hypothèse-là, mais ça complexifie beaucoup la modélisation. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on pourra en parler avec plaisir si vous avez des questions à ce niveau-là. Supposons, bon, exemple de modèle markovien, supposons que le gouvernement doit choisir en 2 thérapies préventives pour contrer le VIH-Sida. Donc, étant donné le coût de ces 2 thérapies-là et leur probabilité respective de mener au sida, donc qui est le dernier stade de l'infection du VIH, et leur probabilité respective de mener à la mort, quelle thérapie préventive devrait-on prioriser? Donc, on a ces 3 compartiments-là où j'ai été infecté au VIH, je peux potentiellement progresser vers le dernier niveau d'infection qui est le sida, ou je peux mourir directement en étant infecté par le VIH. Et si j'ai le sida, bien évidemment, ma probabilité de mourir est plus élevée que si j'avais le VIH. Donc, étant donné ces différentes probabilités-là pour chacune des 2 thérapies, puis les coûts de ces 2 thérapies-là, lequel des 2 thérapies devrait-on adopter? C'est un peu ce type de questions-là qu'on peut regarder avec ce type de modèle-là. Ensuite, il y a les 2 types de modèles. Les 2 derniers types de modèles que je veux vous présenter sont peut-être les modèles les plus complexes. C'est des modèles à événements discrets et les modèles de simulation à base d'agents. Donc, dans un cas, on analyse les événements, des attributs qui affectent les attributs des entités. Dans l'autre cas, on analyse les interactions entre les différents agents et avec un processus de fonctionnement adaptatif qu'on appelle. Donc, les attributs, si on va dans le cas des modèles à événements discrets, les attributs, ça peut être des caractéristiques spécifiques aux entités. Les entités, ça peut être des groupes d'individus. Ça peut être aussi bon des hôpitaux ou toutes sortes de cliniques, de soins à domicile, peu importe. On peut imaginer toutes sortes d'aspects. Ils sont confrontés donc à ces différents événements-là. Dans l'autre cas, les agents, ça peut être encore une fois des individus, des ménages, des hôpitaux, des CIS, des régions socio-sanitaires. Puis ils vont avoir un processus d'apprentissage propre à l'agent. Donc, avec le temps qui passe, je peux apprendre essentiellement en fonction de ce qui s'est passé, puis mon comportement va être changé après ces changements-là. Donc, je pense que plonger dans des exemples aide à comprendre. Donc, supposons par exemple que le gouvernement s'intéresse à optimiser le processus de suivi des patients guéris du cancer du sein. La recommandation actuelle, c'est un suivi annuel pour les patients qui ont guéri du cancer du sein. S'il est possible de gérer de façon adéquate ces patients-là, mais avec un suivi réduit, le système de santé pourrait réallouer certaines ressources vers d'autres besoins plus urgents. Donc, exemple de question de recherche dans ce contexte-ci, ça pourrait être
quels sont les impacts sanitaires et économiques des différentes stratégies de surveillance par mammographie pour les femmes demeurant sans maladie après un diagnostic et un traitement de cancer du sein à un stade précoce. Donc, on pourrait, par exemple, utiliser ce type de modèle-là pour mieux comprendre les avantages et les conséquences de différentes politiques de suivi alternatives qui prendraient en compte essentiellement l'hétérogénéité importante chez les femmes. Donc, les femmes peuvent avoir des grandes différences au niveau des âges, au niveau des différentes formes de récidive du cancer, l'âge à laquelle ils ont eu leur premier diagnostic, les interventions médicales encourues depuis leur diagnostic. Donc, tout ça fait que toute cette hétérogénéité-là fait que la question à savoir si on devrait faire un suivi plus ou moins régulier peut varier en fonction de ces aspects-là. Donc, c'est ce type de modèle-là qui nous permet de répondre à ce genre de questions-là. À base d'agents, okay, c'est un problème qui s'applique très bien au contexte québécois en ce moment. On peut supposer que, par exemple, avec les urgences débordantes, il est crucial de planifier les ressources de manière optimale. Okay? Donc, les besoins des salles d'urgence vont varier en fonction de l'heure, du jour de la semaine, de la saison, etc. D'autres facteurs structurels qui peuvent influencer les besoins ou la demande pour les salles d'urgence. Ces changements potentiels, donc la redistribution du personnel, des ressources, toutes sortes de ressources qu'on peut avoir besoin dans les salles d'urgence, peut évidemment affecter la santé des patients, la sécurité des patients, la charge de travail des professionnels, puis entraîner des impacts économiques et financiers. Donc, avec ce type de modèle-là, on pourrait, par exemple, s'intéresser à comprendre comment on devrait optimiser la planification des ressources d'une salle d'urgence dans le temps, en tenant compte des fluctuations auxquelles elle est confrontée, comme on disait tantôt, ou en fonction du jour de la semaine ou de la saison, et comprendre comment on peut réallouer de façon optimale les ressources en fonction des besoins des patients, puis comment ça va affecter le comportement de ces patients-là et les utilisateurs et les travailleurs de la salle d'urgence. Là, je vous ai présenté toutes sortes de méthodologies. Puis là, on peut se demander comment choisir la bonne méthode. Puis comment mieux vous présenter, comment choisir la bonne méthode qu'en utilisant un arbre de décision, une des méthodes que je vous ai présentées. Donc, il faut commencer en se demandant, on commence ici en haut à gauche, est-ce que les interactions entre les individus ou les cohortes d'individus sont importantes? Donc, premièrement, c'est la première question à se poser. Donc, si, par exemple, on est dans un cas de cancer du sein, les interactions entre les individus sont peut-être pas très importantes par rapport à un cas où on serait plus intéressé à comprendre l'impact de la COVID. OK, la COVID-19. Évidemment, les interactions entre les individus pour les maladies transmissibles sont importantes, alors que dans les maladies non transmissibles, les interactions sont peut-être moins importantes. Si les interactions sont importantes, est-ce que les caractéristiques individuelles sont importantes ou est-ce qu'on peut essentiellement modéliser des cohortes d'individus? Si les caractéristiques individuelles sont pas importantes, on peut prendre un modèle de dynamique des systèmes. Si les caractéristiques sont importantes, alors il faut prendre un modèle à événements discrets ou un modèle à base d'agents. On retourne au début. Si les interactions entre les individus ou les cohortes d'individus sont pas importantes, alors la question qu'il faut se demander, c'est si les états de santé risquent de se répéter plusieurs fois ou seulement une fois, essentiellement. S'ils risquent de ne pas se répéter plusieurs fois, on peut prendre un modèle par arbre de décision. Si les états de santé risquent de se répéter plusieurs fois, donc je suis malade, je suis guéri, malade, guéri, etc., c'est plutôt un modèle markovien qu'il faut prendre. Donc, maintenant que je vous ai montré toutes ces différentes méthodologies-là, je voulais vous montrer un exemple simplifié de dynamique des systèmes appliqués à l'épidémiologie économique de la vaccination. Donc, on va se demander combien, quand et à qui on devrait fournir des vaccins qui sont en quantité limitée. Donc, ça, c'est un petit atelier. Ce que je vous présente là, c'est un petit atelier, un petit workshop que j'avais préparé pendant que j'étais à l'Agence de santé publique des États-Unis. Donc, vous verrez que
beaucoup des figures sont en anglais et je m'en excuse. Donc, mise en situation du problème, on cherche à déterminer combien, comme je viens de le dire, combien, quand et à qui on devrait fournir des vaccins en quantité limitée. On va utiliser un modèle épidémiologique qui s'appelle compartimental avec deux sous-populations qui interagissent l'une avec l'autre. Donc, on pourrait penser, par exemple, aux jeunes et aux personnes aînées. Okay? Donc, aux adultes de 65 ans et moins et aux adultes de 65 ans et plus. On a un modèle compartimental, c'est un modèle de dynamique des systèmes. Donc, c'est le premier des 5 types de modèles que je vous ai présentés. Les hypothèses sous-jacentes, qui sont, peut-être un peu triviales dans certains cas, les infections augmentent le fardeau de la maladie. Donc, les infections, c'est quelque chose de pas bon. Les effets secondaires des vaccins augmentent l'incapacité de la population. Donc, on considère les effets secondaires du vaccin ici. C'est les seuls coûts, entre guillemets, qu'on va considérer. OK, donc, à cause du fardeau de la maladie, on va vouloir vacciner la population, mais à cause des effets secondaires du vaccin, on va vouloir moins vacciner la population. Donc, il va falloir trouver un peu le compromis entre ces deux étapes-là, entre ces deux aspects-là. À des fins de simplicité, on va supposer que l'immunité est parfaite. OK, donc quand je suis infecté puis que je me rétablis, je suis parfaitement immunisé. Ou si je suis vacciné, je suis également parfaitement protégé par le vaccin. OK, il n'y a pas de complications comme je suis sûr qu'on le connaît tous. On pourrait évidemment rendre ça autant compliqué que vous le voulez, mais on reviendra tout à l'heure à ces aspects-là. Donc, on va avoir une fonction de récompense, qu'on a parlé dans les différents types de modèles, qui va mesurer le fardeau total encouru, incluant celui attribuable à la maladie et aux effets secondaires. On va construire différents scénarios pour comprendre comment on devrait changer notre politique de vaccination quand, par exemple, quelqu'un ou une sous-population va représenter un risque plus élevé d'incapacité en cas d'infection. Donc, on peut penser, par exemple, aux personnes aînées qui sont plus à risque de certaines maladies ou aux enfants, les enfants de très bas âge qui sont plus à risque de certaines maladies aussi. On va regarder un deuxième cas où une sous-population est plus à risque des effets secondaires de la maladie. Okay? Donc, on va voir comment notre comportement, comment on devrait vacciner de façon différente dans ces différents contextes-là. On va combiner notre modèle à ce qu'on appelle des méthodes d'optimisation. La littérature, typiquement, ce qu'elle fait, c'est ce qu'on appelle des analyses de scénarios. On va simuler divers scénarios d'allocation de vaccins pour comprendre lequel de ces différents scénarios-là qu'on a simulés va avoir le plus petit fardeau et donc va être le plus préférable. Cette méthode-là nous permet de dire laquelle est la meilleure, laquelle des allocations de vaccins est la meilleure parmi les scénarios simulés, mais ne nous permet pas de dire laquelle est la meilleure parmi tous les scénarios potentiels. OK? Donc, c'est ce que l'optimisation dynamique va nous permettre de faire. Essentiellement, on va chercher à minimiser le fardeau. C'est quoi, donc, l'optimalité? La façon la plus simple de penser à ça, c'est le scénario le plus souhaitable. En santé publique, l'optimalité est subjective, OK? Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de facteurs éthiques qui peuvent rentrer en jeu, des facteurs politiques, etc. Donc, l'optimalité est subjective. Mathématiquement, c'est quoi l'optimalité? C'est juste choisir la meilleure alternative parmi un ensemble d'alternatives en fonction de notre critère, donc en fonction de notre fonction de récompense et de différentes contraintes à laquelle on peut faire face, notamment la quantité de vaccins disponibles. Notre critère de décision pour cet exemple-ci, ça va être donc la somme du fardeau de la maladie et de l'incapacité créée par les effets secondaires potentiels du vaccin. Donc, une fonction, juste pour faire peur un petit peu, mais qui est beaucoup plus simple qu'elle en paraît, je vous le promets. Essentiellement, on cherche juste à trouver les valeurs de V1 et V2, donc la quantité de vaccins qu'on donne à la sous-population 1, par exemple, les personnes de 65 ans et moins, et la quantité de vaccins qu'on donne à la sous-population 2, les gens de 65 ans et plus. On va chercher donc à minimiser le fardeau de la maladie et de l'incapacité liée aux effets secondaires du vaccin. C'est donc
la définition mathématique de notre fonction de récompense, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter avec cette complexité-là. On va vraiment plonger dans les résultats. Donc, on commence avec le cas homogène où les deux sous-populations sont identiques de toutes les façons possibles. Si les deux sous-populations sont identiques de toutes les façons possibles, faut-il les vacciner différemment? Intuitivement, s'ils sont identiques, on va les vacciner de façon similaire. On va les vacciner de façon identique. Et c'est ce que l'algorithme nous dit. Donc, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste ma vaccination, OK, à chaque semaine, pardon. Donc, ce qu'on voit en noir, la sous-population 1, que je vaccine à un certain niveau jusqu'à temps à travers le temps. Donc, sur l'axe des X, c'est la quantité de temps déroulé depuis que la pandémie ou depuis que l'épidémie a commencé. Sur l'axe des Y, ici, c'est ma quantité de vaccins administrés à chaque semaine. Ici, c'est ma quantité de vaccins cumulative que je vais donner. Donc, ce qu'on voit, sans surprise, si les deux populations sont identiques, je vais vacciner les deux populations de façon identique. OK? L'impact, l'incidence de la maladie va être évidemment identique. Tout est identique. OK? Ça nous rassure, ça nous dit, OK, l'algorithme comprend que, bon, si les deux populations sont identiques, je les vaccine de façon identique. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand une des deux sous-populations est plus à risque de développer des conséquences liées à la maladie? Qu'est-ce qui arrive maintenant si une des deux sous-populations est plus à risque de développer des effets secondaires liés au vaccin? Est-ce qu'on devrait vacciner de façon identique dans ce cas-ci? Ben, intuitivement, si une des deux sous-populations est plus à risque de développer des conséquences liées à la maladie, il faudrait vacciner plus cette sous-population-là. De façon similaire, si une des deux sous-populations est plus à risque de développer des effets secondaires du vaccin, il faudrait moins vacciner cette sous-population-là. Mais qu'en est-il de l'autre sous-population qui est soit moins à risque des complications ou soit moins à risque des effets secondaires? Étant donné qu'on a une quantité limitée de vaccins, si on change notre politique pour une sous-population, ça peut avoir des impacts sur la politique pour l'autre sous-population. Donc, c'est ça essentiellement que l'algorithme va nous permettre de déterminer. Donc, intuitivement, comme on avait pensé, si on a une population qui est plus à risque de développer les conséquences de la maladie, on va vouloir plus la vacciner. C'est ce qu'on voit ici en noir. La population 1 reçoit plus de vaccins initialement que la population 2 qui est en gris pointillé. Le rouge, c'est le cas où la population était homogène et donc on vaccinait les gens de façon identique. Si, en revanche, la sous-population 1 est plus à risque de développer les effets secondaires du vaccin, on va moins la vacciner, puis on va, en revanche, plus vacciner la sous-population 2 qui la protège indirectement. OK? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, intuitivement, ça fait du sens. L'impact sur la dynamique de la maladie. OK? C'est un peu comme on s'attend, encore une fois, si on vaccine plus la sous-population 1, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça va aplatir la courbe. On se souvient tous de ce terme-là pendant la COVID. Donc, on voit que la courbe de la sous-population 1 est aplatie. En revanche, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que la sous-population 2 est plus infectée par rapport au cas homogène. De façon similaire, si la population 1 est plus à risque de développer des effets secondaires du vaccin, on a démontré qu'on allait moins vacciner ces gens-là. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, ces gens-là vont être évidemment plus infectés parce qu'ils vont être moins protégés en moyenne par la vaccination. En revanche, on va vacciner plus la sous-population 2 qui les protège indirectement. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Cette sous-population 2-là va être il va être moins infectée. Donc, combiner les modèles de simulation décisionnelle aux techniques d'optimisation dynamique, comme je viens de vous montrer, en fait un outil très polyvalent qui fournisse des résultats qui peuvent aider à la prise de décision. Donc, je vous ai montré comment, par exemple, juste en introduisant une petite différence entre les deux sous-populations, on pouvait guider un peu notre
notre décision sur combien on devrait vacciner, à qui, puis quand. Donc, tous les résultats montrés ici, puis ça je tiens à le répéter, ont été modélisés avec Excel. Ça démontre donc la relative simplicité des méthodes que je viens de vous présenter. J'ai développé cet outil-là, un outil convivial, que je peux partager avec vous aussi si vous voulez jouer avec pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Ça va me faire plaisir de le partager avec vous. Toutefois, puis c'est ça l'enjeu quand j'arrive dans mes recherches plus académiques, disons, c'est qu'il y a certaines complexités liées aux aspects dynamiques, donc par exemple dans ce cas-ci, liées à comment les maladies vont être transmises, liées aussi à l'espace défini par les variables et les paramètres. Donc évidemment, on ne peut pas avoir un nombre négatif de personnes infectées, par exemple, c'est tout le temps positif, ces variables-là. OK? Donc, à cause de ces complexités-là, qui sont des choses vraiment juste mathématiques, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça rend ça beaucoup plus difficile de modéliser sans outils appropriés. Donc, ça rend ça beaucoup plus difficile de modéliser ça avec Excel, par exemple. Donc, on a besoin de méthodes numériques plus complexes pour pouvoir mieux analyser ces problèmes-là. Donc, quel outil devrions-nous utiliser pour répondre à ces problèmes plus complexes? Ben, c'est littéralement rocket science. OK? En anglais, il y a l'expression qui dit it's not rocket science, mais dans ce cas-ci, c'est littéralement rocket science. OK? L'expression équivalente en français, c'est ce n'est pas sorcier. Donc, c'est littéralement des méthodes de rocket science que je vais appliquer ici pour mieux comprendre comment gérer les problèmes de nos maladies infectieuses. OK, ça peut paraître un peu bizarre comme approche, mais je vais vous expliquer d'une façon très simpliste comment essentiellement ces méthodes-là peuvent être utilisées dans un contexte plus compliqué ou dans un contexte de santé publique. Donc, le premier type, OK, on appelle une méthode shooting. Donc, supposons que on s'intéresse à tirer un boulet de canon. Pardon, il y a un oiseau qui a frappé dans ma vitre, ça me fait un saut. Donc, supposons qu'on s'intéresse à tirer un boulet de canon et on veut atteindre une cible. On commence avec une trajectoire initiale, la trajectoire 1, mais on n'atteint pas notre cible. Okay? On peut voir ici, je tire mon boulet de canon, mais mon canon n'était pas assez haut, je n'atteins pas ma cible. Étant donné mon résultat précédent, mais je me dis, OK, il faut que je tire mon canon encore plus haut pour que je puisse atteindre ma cible. Donc, c'est ce que je fais dans ma deuxième tentative. Je tire mon canon plus haut, mais je n'atteins pas ma cible de nouveau. Donc, encore une fois, je vais augmenter mon canon de nouveau, la hauteur de mon canon, je vais tirer encore plus haut, puis là, je vais finalement atteindre ma cible avec ce troisième essai-là. OK? Donc, c'est exactement ce que l'algorithme va faire. Il va tenter différents essais comme ça jusqu'à temps qu'il atteigne sa cible. Par contre, qu'est-ce qui arrive si finalement on a un plafond? OK, donc la trajectoire 3, maintenant qu'on a un plafond, représenté par la ligne noire ici, la trajectoire 3 n'est plus faisable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter la quantité de poudre à canon, c'est-à-dire, OK, allonger la flèche sur mon petit diagramme ici, de manière à ce que la trajectoire atteigne maintenant cette cible-là. Problème, qu'est-ce qui arrive si la poudre à canon est rare ou elle est coûteuse, puis ou qu'on n'en a pas assez pour que ce soit rentable de faire cette trajectoire 1 là. Donc, c'est un problème. On a des quantités de ressources limitées, donc peut-être que c'est plus faisable de faire ça, puis à cause de notre plafond, maintenant, ben, la trajectoire 3 qu'on avait initialement identifiée n'est plus disponible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un type de méthode de colocation pseudospectrale qui va essentiellement nous permettre d'atteindre la cible en longeant le plafond, essentiellement, qui nous permet de donc trouver une solution non-smooth, OK? Donc une solution qui n'est pas une courbe simple comme c'était le cas précédemment, qui nous permet donc de trouver une solution qui se situe à la frontière.
OK, mais là, pourquoi je parle de canon? Pourquoi je parle de poudre à canon? Pourquoi je parle de rocket science? OK, c'est important de comprendre l'analogie entre toutes les composantes que je viens de vous présenter et la santé publique. Donc, la cible, dans mon exemple précédemment, ça pourrait être un nombre d'infections ou un nombre de décès qu'on cherche à minimiser. La longueur de la flèche, ça serait la quantité de vaccins administrés. La direction de la flèche, ça pourrait être le moment dans le temps où les vaccins sont administrés. Le plafond, c'est la quantité de vaccins disponibles pour l'administration. Donc, l'analogie est importante à comprendre. Puis les avantages de ces méthodes-là, c'est vraiment, OK, bon, à la fois de faire des analyses de sensibilité, donc de comprendre en quoi la réponse changerait si différentes composantes changeraient, et de façon plus générale, de comprendre ou d'obtenir des réponses à des questions pour lesquelles on n'a pas de données ou on n'a pas de données suffisantes. Les limites de ces méthodes-là, évidemment, ça nécessite une hypothèse sur ce que le planificateur central, donc sur ce que le gouvernement veut. C'est quoi la fonction de récompense? C'est quoi ce que le gouvernement cherche à optimiser? Donc, est-ce qu'on cherche à minimiser le nombre de cas, le nombre de morts? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, ça nous prend une unité commune de mesure qui nous permet de comparer ça. C'est quoi la solution que l'on fait souvent en sciences économiques? C'est de tout mettre sur une même valeur monétaire. Donc ça, il y a évidemment des enjeux éthiques reliés à ça. C'est quoi la valeur monétaire qu'on associe au cas de COVID, aux morts, aux DALI, etc. Les horizons temporels, bon, c'est des détails importants, c'est des limites importantes aussi. C'est qu'il faut comprendre qu'on a un certain horizon de planification, puis ça, l'horizon qu'on considère va avoir un impact sur nos décisions, sur les recommandations qu'on va faire. Donc, c'est quoi l'horizon temporel que le gouvernement considère? Est-ce que c'est un horizon, disons, de 50, 60, 75 ans, ou est-ce que c'est un horizon plutôt restreint, électoral, disons, de 4, 5 ans? Donc ça va avoir un impact aussi sur les recommandations qu'on peut faire. Donc, sur ça, je veux terminer en vous parlant essentiellement de ma philosophie, si je peux dire, de comment construire un bon modèle. Puis j'ai trouvé il y a 3 citations qui résument bien ma philosophie. Ok, essentiellement, tous les modèles sont faux, mais certains sont quand même utiles. Ok, donc c'est important de savoir extraire et trier l'information pertinente à un modèle. OK, le principe KISS, OK, de Keep it simple, stupid, OK? Donc, il faut éviter de compliquer un modèle inutilement. On va toujours avoir une représentation de la réalité qui va être simplifiée dans un modèle. On veut juste compliquer le modèle uniquement quand on veut s'intéresser à un aspect particulier de ce modèle-là. Donc, comme je reviens tout à l'heure, par exemple, si une des deux subpopulations était plus à risque de développer la maladie, aspirer à la simplicité, donc, mais sans compromettre la précision et l'exhaustivité. Donc ça serait vraiment les 3 aspects qui guident un peu comment je pense qu'un bon modèle devrait être développé. Je vous remercie pour votre attention, puis on peut aller à la période des questions maintenant. Juste partager aussi, c'est ça mon adresse courriel, hein, si vous voulez que je vous partage le fichier Excel là, contenant le modèle. Puis c'est un outil essentiellement que j'ai conçu, là, très convivial, assez facile à comprendre, puis vous faites jouer avec les différents chiffres pour comprendre, ah, ben, qu'est-ce qui se passe si tel aspect change, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de gens infectés ici au départ, etc. Donc, vous pouvez jouer avec ça, puis comprendre essentiellement comment ça affecte la politique. Donc, je mets ma question, pardon, je mets mon courriel dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. François, il y a une question dans le chat, je pense. Attendez.
Oui, Comment assurer que les modèles de simulation restent pertinents et adaptables face à l'évolution rapide des enjeux de santé publique, comme les maladies infectieuses et les dynamiques économiques? OK. Comment assurer que les modèles restent pertinents et adaptables? Ben, en fait, c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter que c'est une représentation simplifiée de la réalité. OK? L'important, c'est est-ce que ça nous aide à guider nos décisions? Est-ce que ça nous aide à guider notre décision? Est-ce que ce qu'on fait aide le gouvernement? Puis c'est quoi les alternatives à ça? OK? Donc oui, je suis conscient qu'il faut les adapter. C'est sûr qu'on peut vouloir les changer, mettre à jour nos données, etc. Donc je pense que c'est ces façons-là. Puis on l'a vu beaucoup pendant la pandémie aussi. Il y avait toujours davantage d'informations. Il y avait toujours plein d'informations qui sortaient au niveau de OK, ben maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a un vaccin? Comment ça change notre modélisation? Qu'est-ce qui arrive si on a euh, des nouveaux variants de virus qui sont plus contagieux. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mettre à jour, c'est toutes des choses qu'on peut changer au fur et à mesure que la situation change. Puis ça, je pense qu'on l'a très bien fait pendant la pandémie, justement. Puis la personne demandait aussi, est-ce que ce serait possible pour toi de faire une démonstration de ton fichier Excel? Oui, je peux. Euh, Attendez, là, il n'est pas ouvert. Est-ce qu'on peut prendre une autre question en attendant? Oui, il y avait quelqu'un qui disait, avez-vous des exemples d'études en nutrition qui ont appliqué ce type de modèle? En nutrition. Euh, Pas à ce que je sache, non, pas en nutrition, mais c'est pas vraiment un de mes domaines d'expertise. Donc j'aurais tendance à croire que ça existe. Je peux très bien envisager, ben, par exemple, un modèle de dynamique des systèmes appliqué à ça, mais je ne connais pas la littérature sur la nutrition à ce niveau-là. Attendez-moi une petite seconde, je cherche. Est-ce que tu peux prendre l'autre question en attendant que tu cherches Oui, encore? oui, oui, Alors, oui. votre exemple de vaccin, est-ce que l'optimalité en santé publique est déterminée par le chercheur, par le décideur ou bien les deux? Ben ça, c'est une excellente question. Puis c'est sûr que ultimement, ça devrait être décidé par le décideur, par le gouvernement. On n'a pas toujours la chance de pouvoir communiquer avec les parties prenantes pertinentes. Donc, on prend des décisions nous-mêmes, les chercheurs. On peut se fier à ce qui se fait dans la littérature. Donc, c'est vraiment une question aussi une question de partie prenante qui ultimement prend la décision à ce niveau-là. Donc, dans l'exemple de la vaccination, évidemment, c'est le gouvernement. Donc, on faut prendre à ce moment-là la perspective du gouvernement. Donc, on peut supposer, par exemple, que le gouvernement veut minimiser le fardeau de la maladie tout en considérant les aspects liés aux effets secondaires du vaccin. Donc, ça, c'était, par exemple, quand moi j'étais à l'Agence de santé publique, c'était un des objectifs que l'on a pris en compte quand on cherchait, par exemple, à contrôler le problème de la Mpox qui était en train d'émerger quand j'étais là. Donc, ça dépend des contextes, mais il faut que ça reprenne, il faut que ce soit essentiellement le décideur. Oui, Clémentine. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir, là, vous nous avez présenté un peu tous les modèles économiques, plus pour voir une intervention. Est-ce qu'il existe aussi des modèles économiques pour l'évaluation de la valeur des innovations dans l'optique de déterminer euh, la valeur future et les impacts futurs de l'innovation? Ben, je suppose que oui. Moi, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, là, les innovations technologiques à ce niveau-là. Mais oui, c'est un autre type de méthodologie. C'est un autre type de méthodologie, mais ce type de méthodologie-là existe certainement, mais je suis pas assez, je connais pas assez la littérature à ce niveau-là pour vous Parfait, je répondre vous de remercie. façon adéquate. Ok, je veux juste vous montrer.
je veux juste vous montrer comment ça fonctionne essentiellement. OK? Donc, ici, OK, j'ai trois types de cases, disons. OK? Ceux qui sont couleur pêche, ceux qui sont couleur grise, ceux qui sont couleur rouge. OK? Les couleurs pêche, c'est ceux que l'utilisateur peut varier lui-même. Les couleurs grises, c'est ceux qui sont calculés automatiquement, donc ne pas toucher. Donc, par exemple, on pourrait varier le contact, le taux de contact, donc à quel point la maladie est infectieuse, à quel point la maladie, on se rétablit rapidement de la maladie. Les conditions initiales, donc combien de personnes étaient infectées au début de notre horizon temporel. Donc, j'avais mis 5 personnes infectées dans chacune des deux sous-populations avec une sous-population totale de 500 000 individus. Donc, 500 000 adultes, 500 000 enfants. Ensuite, c'est le fardeau essentiellement relié aux infections pour la personne 1, aux infections pour, pour les individus de la sous-population 2, le fardeau relié à la vaccination pour les individus de la sous-population 1 et les individus de la sous-population 2. Donc, ici, en rouge, c'était la source d'hétérogénéité. On peut voir qu'il n'y a aucune hétérogénéité pour le moment dans notre modèle, donc tout est en couleur pêche. Mais si j'introduis, par exemple, un niveau d'hétérogénéité ici, on peut voir que là, on voit c'est au niveau de les taux d'effets secondaires du vaccin que l'hétérogénéité s'est introduite. Ensuite, un des derniers composants clés, c'est évidemment la quantité de personnes qu'on peut vacciner à chaque jour. L'objectif de tout ça, ça va être de minimiser notre fardeau. Donc ici, on a une fonction qui représente la somme de notre fardeau qui a besoin d'être minimisée. Ici, bon, je ne vais pas tout vous montrer ces détails-là, mais ici, on a la dynamique de la maladie, on a la dynamique de la vaccination, les changements, puis les coûts. OK? Donc, tout ce que l'utilisateur a besoin de faire, c'est tout écrit ici dans la petite case ici, c'est il faut essentiellement choisir l'onglet Data ici. Il faut choisir ensuite le Solver. Donc, ça, c'est tous des aspects inclus dans Excel. Donc, le Solver ensuite, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre objectif? On veut minimiser G3. G3, c'est notre case ici qui représente la somme du fardeau de la maladie. C'est quoi qu'on change comme case? Ben, c'est notre vaccination. Donc, je change ces cases-là de AC5 à AC57. Donc, mon taux de vaccination, ces cases-là représentent la quantité de vaccins donnés à la sous-population 1 dans les 52 semaines que j'ai choisies pour mon intervalle. Pareil ici, AG5 à AG57, c'est les 52 semaines que je choisis de vaccination pour ma sous-population 2. Ensuite, c'est sujet à quelles contraintes? Ben, c'est sujet aux contraintes que la somme de ma vaccination, donc AN5 à AN57, c'est donc la somme de ma vaccination pour les deux groupes d'individus, doit être inférieure ou égale à C36. C'est quoi C36? C'est la quantité de vaccins que je détermine comme étant ma quantité maximum de vaccins que je peux vacciner, que je peux utiliser par semaine, pardon. Donc, une fois que j'ai tout établi, c'est quoi mon objectif que je veux minimiser, c'est quoi mes variables que je peux changer, puis c'est quoi mes contraintes, je peux cliquer sur Solve, puis l'algorithme va me trouver une nouvelle réponse. Donc, ça prend, dépendant de la complexité du modèle, ça peut prendre 30 secondes, 2 minutes. Je ne vais pas cliquer sur Solve tout de suite parce que ça va être un petit peu ennuyant, mais vous comprenez qu'ensuite, l'algorithme, qui est essentiellement Excel, va nous permettre de trouver c'est quoi la solution avec les données qu'on a mis, avec les paramètres qu'on a mis. Donc, dans le fichier Excel, je vous mets aussi toutes les instructions que je viens de vous montrer pour optimiser. Puis, je précise aussi que on a besoin d'installer là, un add-in à Excel là, qui nous dit essentiellement, qui nous permet essentiellement d'avoir le solver que je viens de vous montrer. Donc, j'ai mis aussi les instructions Windows et Mac ici pour comment installer ces solvers-là.
C'est ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire savoir. Et vous pouvez vous amuser avec ça. Vous pouvez concevoir toutes sortes de modèles, toutes sortes de dynamiques pour comprendre comment aider à la prise de décision. François, il y a encore des questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui Oui, dit te remercie pour les modèles présentés et pose la question concernant l'exemple de la vaccination, serait-il possible de prendre en compte l'effet de l'immunité collective? oui. En fait, c'est déjà pris en compte implicitement parce que essentiellement, on a un modèle de susceptibles infectés rétabli. On a un modèle donc compartimental qui prend en compte l'immunité collective de façon intrinsèque dedans. Donc, c'est déjà fait à travers le modèle que j'ai choisi. Prochaine question. Est-ce que l'indicateur du DALI s'applique potentiellement à tous vos modèles de simulation et sinon lesquels? Ben ça, c'est une bonne question, hein. Puis ça revient à qu'est-ce qu'on choisit comme unité commune pour comparer les bénéfices et les coûts. Ici, dans ce que je vous ai présenté, j'avais l'avantage de ne pas avoir besoin de monétiser mes bénéfices et mes coûts, OK? Parce que je comparais essentiellement un fardeau qui était les infections à la maladie. Je comparais ça avec un autre fardeau qui était les effets secondaires du vaccin. Donc, c'est quoi mon unité commune dans ce cas-ci? C'est les DALI. Donc, j'ai des DALI qui est, pour ceux qui ne savent pas, les DALI, en français, ça se traduit par degré, incapacité, degré de vie, année de vie, qualité. Non, je m'excuse. Disability Adjusted Life Years, qui est le degré d'incapacité pondéré par l'incapacité. Donc, je compare ici, j'ai l'avantage de pouvoir comparer. Donc, mon unité commune sont les DALI. Je peux comparer mes effets secondaires du vaccin de cette façon-là avec mes infections de ma maladie. Par contre, dans d'autres contextes plus compliqués, je n'ai pas nécessairement ces aspects-là. Je peux pas nécessairement utiliser les DALI pour tout comparer. Donc, c'est quoi que je n'ai pas considéré ici? Je n'ai pas considéré les coûts reliés à l'implémentation du vaccin. Donc, évidemment, pour implémenter un vaccin, il faut que je paye du personnel, il faut que j'aille mes salles de points de service locaux où je peux vacciner mes gens, etc. Donc, tous ces coûts-là, je n'ai pas pris en compte dans mon analyse. Ce qui m'a permis d'avoir une unité commune qui était les DALI, qui me comparait mes avantages et mes conséquences, mes coûts et mes bénéfices. En réalité ou en pratique, si on veut introduire des coûts financiers, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va monétiser tous nos coûts et tous nos bénéfices. Mais là, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement. Évidemment, il y a des questions d'éthique reliées à ça. Comment on traduit, comment on traduit les infections, les effets secondaires en coûts monétaires. Là, c'est plus ambigu, puis il y a de la littérature à ce niveau-là, mais il y a des questions éthiques, évidemment, qui rentrent en jeu. Et la dernière question dans le chat, ça va sûrement être notre dernière question, François, parce qu'il est déjà 13 heures. Est-ce que ces modèles prévoient une validation pour des données réelles pour améliorer l'algorithme? Ben, c'est des choses qui sont possibles de faire, oui. C'est des choses que l'on faisait quand j'étais à l'Agence de santé publique des États-Unis. C'est des choses qui demandent beaucoup disons, de besoins en termes de main-d'œuvre. Donc, c'est ça les complexités. Moi, je n'ai pas personnellement les moyens de faire ça, mais évidemment, avec une équipe de recherche, avec une équipe de chercheurs qui travaillent sur ce genre de questions-là, avec l'Agence de santé publique, par exemple, qui peut mettre à jour en fonction des données qu'ils ont, des données sanitaires qu'ils ont, ils peuvent mettre à jour ces informations-là. Mais c'est très coûteux, disons, en termes de main-d'œuvre et en termes de temps. Donc, c'est ça les enjeux que je vois, mais oui, c'est possible. Il n'y a plus d'autres questions. Je pense que ça pourrait terminer notre présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et merci beaucoup, professeur Castonguay, pour cette belle présentation. Merci beaucoup tout le monde, puis n'hésitez pas, hein, je vous ai laissé mon adresse courriel dans le chat, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez parler, si vous voulez que je vous envoie l'outil Excel, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.